Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur les villes nord-américaines, des villes sans âme, sans centre-ville historique, et avec des quartiers d'habitation à perte de vue. C'est tout le contraire de l'Europe, comme ici à Florence, qu'on dit que c'est un musée à ciel ouvert. Ou encore ici à Grenade, une ville qui respire les changements historiques. L'Amérique, on dit parfois que c'est le nouveau monde. Les villes n'ont pas d'histoire, elles sont toutes neuves, et souvent construites de manière quadrillée. L'Europe, on dit que c'est le vieux continent. Les villes ont des formes plus organiques, elles ont des vieux centres, ruelles, tortueuses. Évidemment, cette vision est un peu caricaturale, mais c'est du moins l'idée qu'on se fait à la fois de l'Amérique du Nord et de l'Europe dans l'urbanisme. Sauf qu'il existe une grande exception en Europe. Et cette exception, c'est les villes soviétiques. On va voir ça tout de suite. Les 3 générations. En Russie, j'ai envie de dire qu'il existe 3 générations de villes. C'est une classification que je fais, elle n'a rien d'officiel, et je vais vous les présenter. Moscou, c'est la plus grande ville de Russie. Elle compte environ 15 millions d'habitants dans son agglomération, ce qui en fait la première d'Europe. Cette ville, je la place dans la catégorie des villes de première génération. Ce que j'appelle villes de première génération en Russie sont les villes qui ont été fondées au Moyen-Âge ou avant. Moscou a été fondée en 1147 officiellement, c'est ancien. C'est un petit fort qui a évolué au fil des années pour devenir une grande ville. Il suffit de voir à quel point la ville est dense, les rues sont tortueuses, même son nom symbolise son âge, Moscou. Déjà, il y a une traduction en français, mais aussi dans de nombreuses autres langues. Puis le nom Moscou, c'est une déformation du nom du fleuve par lequel la ville passe. Et quand un nom est déformé par le temps à tel point qu'on n'en connaît même pas l'étymologie, c'est que c'est quelque chose de très ancien. La deuxième agglomération de Russie est Saint-Pétersbourg. Elle compte plus de 5 millions d'habitants, et c'est une ville de deuxième génération, c'est-à-dire une ville créée après le Moyen-Âge. Beaucoup plus récente que Moscou, elle est fondée en 1703 pour en faire une nouvelle capitale de la Russie. On le voit dans les images satellites, les Russes sont en damier, ou du moins avec quelques originalités diagonales mais contrôlées. Même son nom reflète la nouveauté. Pétersbourg, on a pris le nom de Pierre, empereur de Russie, et le mot bourg, et pouf, voilà le nom de la ville. La troisième ville de Russie est Novosibirsk, 1,5 million d'habitants. C'est une ville presque neuve. Elle a été fondée en 1893, car le chemin de fer passait par là. C'est une ville de troisième génération, c'est-à-dire une ville de l'époque soviétique. Même s'il a été fondé avant la révolution bolchevique, son développement s'est surtout fait après. Et là, si vous cherchez un centre-ville historique, vous allez chercher longtemps, car c'est juste des barres d'immeubles les unes à côté des autres. Et le nom de la ville, ça veut juste dire Nouvelle Sibérienne, dans le sens où cette ville est nouvelle et sibérienne. Mais comment en est-on arrivé là? Il faut voir l'histoire du peuplement. Histoire. En 1500, on estime que la population du Royaume de France était de 14 millions d'habitants. C'est un géant démographique. La Russie ne compte que 6 millions de personnes à la même époque. Donc 2 fois moins d'habitants, pour un territoire beaucoup plus vaste. À l'époque, la Russie n'a pas encore colonisé ni l'Asie ni le Sud. Connaître la population à la toute fin du Moyen-Âge est très intéressant, car cela nous permet de comprendre le paysage urbain d'aujourd'hui. Si aujourd'hui en France, il y a tant de petits villages et de petites villes éparpillées sur tout le territoire, c'est parce que déjà au Moyen-Âge, il y avait une population conséquente dans le pays. On estime même qu'à certaines époques, avant la peste noire, la France pouvait avoir dépassé les 20 millions d'habitants. En Russie, c'est différent. La population a grandi plus tardivement. C'est pourquoi on trouve moins de villes historiques. Et aujourd'hui, à l'échelle de grandes villes, ça se reflète encore plus. L'urbanisation a été beaucoup plus tardive et l'augmentation de la population aussi. L'URSS n'a atteint les 50% d'urbanisation qu'au début des années 60. Et le nombre de villes a explosé depuis la Révolution. Je suis tombé sur un article français super intéressant qui date de 1965. Il traite des villes soviétiques comme quelque chose d'extraordinaire, que ces villes sont apparues un peu partout dans le pays comme par magie. Je cite « La liste des villes du RSS comprend plus de 1800 noms, dont 1000, aime-t-on dire à Moscou, sortis de terre depuis la Révolution. » L'article explique qu'au début des années 60, on construit environ 2 millions de logements chaque année et que 5 millions de logements ont été détruits à cause de la Seconde Guerre mondiale. Bref, on construit, on construit, on construit. Et le plus simple pour construire à cette cadence, c'est de faire de grandes barres d'immeubles. Des quartiers entiers apparaissent d'un coup. Le grand projet soviétique a aussi été celui de déplacer le centre d'attraction. Avant la Révolution, la plupart des villes russes sont situées en Europe, dans la zone autour de Moscou. Dans les années 60, les grandes villes sont présentes aussi en Sibérie et dans le sud. Et contrairement aux villes capitalistes qui sont très tertiarisées, c'est l'industrie qui permet aux villes soviétiques de se développer. Et de nombreuses villes apparaissent à des endroits précis, en Sibérie ou ailleurs en Asie soviétique, on parle d'aménagement ponctuel. Et même si la Russie est à peine à 50% urbaine à cette époque, en Sibérie on atteint des chiffres de l'ordre de 90% dans les années 60.
En effet, en Sibérie, à part des villes sorties de nulle part, on trouve rien d'autre. Et selon les plans soviétiques, chaque ville doit avoir sa fonctionnalité. On a donc des villes très pratiques, mais cela peut poser des problèmes. Mais d'abord, allons regarder à quoi ressemble une ville soviétique typique. Modèle. Voici un schéma d'une ville soviétique. En premier lieu, une ville soviétique est construite à proximité d'un fleuve. Nous avons en premier un centre-ville, ce centre peut être plus ou moins historique, ça dépend de quelle génération est la ville. Ici j'ai choisi une ville fondée au XVIe siècle, mais qui n'avait guère d'habitants jusqu'au XIXe siècle. Ensuite nous avons un chemin de fer, c'est très important car la plupart des grandes villes se sont développées grâce à lui. Et bien sûr ce qui rend célèbres ces villes, les quartiers de grands ensembles. C'est là qu'on trouve les barres d'immeubles. Enfin on trouve des zones industrielles, elles font vivre la ville, et aussi des quartiers agricoles ou des zones pavillonnaires. Pour relier tous ces quartiers, il faut des transports, et contrairement aux villes nord-américaines, il y a des transports en commun. Dans ce cas, c'est un trolleybus avec un réseau de 200 km environ, et un tramway avec 160 km. Ici, la ville est Samara, qui compte 1,1 million d'habitants. Le centre-ville n'a plus grand-chose d'historique. Les anciennes façades ne sont pas protégées et peuvent être détruites pour être remplacées. Les villes soviétiques sont donc très fonctionnelles. Elles sont très grandes, mais souvent dans des zones où il n'y a rien autour. Il y a beaucoup de transports en commun, souvent économiques, comme des trolleybus ou des tramways. Fonction. L'urbanisation soviétique a été très pragmatique. L'URSS avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était d'industrialiser le pays pour qu'il devienne plus puissant. Il fallait donc construire de nombreuses usines et accueillir les populations qui travaillent à l'usine. En même temps, la Russie disposait d'un immense territoire difficile à gérer. Le deuxième objectif était donc de faire construire des villes un peu partout dans le pays pour tenter de peupler des régions reculées. C'est une politique de colonisation, de peuplement. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le Kazakhstan, mais la région centrale a connu une très forte colonisation après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait de nombreuses terres à cultiver, le gouvernement a incité les jeunes ouvriers à s'y installer, le plus souvent, ces personnes étaient originaires de régions très agricoles, où il n'y avait plus besoin d'autant de main-d'œuvre qu'avant, grâce à la mécanisation. En résumé, on prend une région agricole, il y a beaucoup de paysans, puis un jour on développe la mécanisation. On a donc besoin de moins de paysans qu'avant. Beaucoup de paysans se retrouvent au chômage, et là, pouf, on leur dit, pas de problème, venez au Kazakhstan, on va créer une nouvelle zone agricole, on a besoin de main-d'œuvre là-bas. C'est incroyable à quel point la population soviétique a été flexible à cette époque, faisant des milliers de kilomètres pour aller d'une ville à une autre pour compléter un poste de travail qui venait d'être créé. Mais ça peut poser problème, surtout aujourd'hui avec la fin du communisme. Quand une ville comme Karaganda est créée au milieu de nulle part dans les steppes du Kazakhstan et se retrouve à être peuplée de 600 000 habitants en 1989, on peut se demander s'il n'y a pas une fracture qui se crée entre la ville et sa région. Les gens qui vivent dans cette ville n'ont rien à voir avec les steppes autour. Est-ce qu'ils peuvent avoir un sentiment d'appartenance à une région qui est totalement étrangère à cette ville? La réponse est non. Et en effet, quand l'URSS est tombée et que le Kazakhstan est devenu un pays séparé de la Russie, la moitié de la population du Karaganda est partie pour aller vivre en Russie. Mais on peut aller encore plus loin dans la notion de fonction, et on peut parfois parler du concept de monoville. Monoville. Aux États-Unis, chaque ville a ses quartiers, on dort dans un endroit, puis on prend sa voiture et on va dans un autre pour faire des activités. La voiture est en quelque sorte le passe-droit pour voir du monde dans les villes nord-américaines. Il n'y a pas vraiment de vie de quartier. En Russie, c'est plutôt les villes qui ont des fonctions. Par exemple, il faut bien construire des voitures dans un pays grand comme la Russie. Pouf, on crée une ville qui sert à ça. Il faut fabriquer de l'aluminium? Parfait, on va créer une ville au milieu de la Sibérie pour s'occuper de ça. Je caricature un petit peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Les villes ont des fonctions très précises. Parfois, il y a des villes qui se développent d'un coup parce qu'il y a une mine juste à côté. Norilsk, dans le nord sibérien, est la typique ville monoville. Elle sert à l'extraction du nickel. La qualité de vie est horrible, la ville est très froide, elle est très mal reliée, mais elle participe à l'économie russe. Pour le coup, elle ne peut pas changer de place. Les ressources minérales se trouvent dans la région. Dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Krasnoïarsk, ville d'1 million d'habitants au milieu de la Sibérie, est là parce qu'on a incité de nombreuses usines à s'y installer à l'époque soviétique. Pendant l'ère soviétique, le gouvernement pouvait planifier où devaient s'installer les usines, mais suite à la chute du communisme, les usines font un peu ce qu'elles veulent. Et si elles ne sont pas rentables, elles ferment. Inutile de préciser que Krasnoïarsk a très mal vécu la fin du communisme. Elle continue toujours de fabriquer de l'aluminium, mais elle est très polluée. Maintenant, allons dans le sud de la Russie pour voir un véritable exemple de ville créée juste pour une seule usine. Dans les années 1960, l'URSS veut une grande usine automobile. Elle veut la même que Fiat à Turin. Elle fait donc construire une réplique de Mirafiori, au milieu de nulle part, la ville sera construite en même temps, elle deviendra la ville de Tolyatti.
Comme vous pouvez le voir dans cette ville située sur la Volga, on a une immense zone industrielle. Au sud, il y a des gros quartiers, carrés, avec des barres d'immeubles. Il est difficile de trouver un centre-ville. La ville est purement fonctionnelle pour fabriquer des voitures et les exporter ailleurs dans le pays. En réalité, on trouve tout de même une ancienne ville à l'est. Il existait déjà un début de ville avant l'usine automobile, et avant de porter son nom italien, elle s'appelait Stavropol, ce qui veut dire la ville de la croix en grec, car oui, beaucoup de villes russes portent des noms grecs. La Grèce antique était très à la mode en Russie, surtout au XVIIIe siècle. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur l'Ukraine, mais tout le sud de l'Ukraine est composé de villes fondées par les Russes, avec des noms grecs, comme Melitopol, la ville du miel. Transport en commun. Dans les années 60, les responsables soviétiques avaient théorisé que la taille idéale d'une ville est de 20 000 à 200 000 habitants. Si la ville est trop petite, toutes les infrastructures coûtent trop cher pour le peu d'habitants. Si la ville est trop grande, les infrastructures de transport deviennent trop grandes et ça augmente le prix. Dans les grandes villes, on voit déjà le problème de certains quartiers qui ne servent qu'à dormir, sans aucune vie et totalement dépendants des transports en commun pour aller vers les zones d'activité. Pour éviter cela, l'URSS a tenté de créer des villes satellites, soit des quartiers assez loin des villes, pour que ces quartiers se transforment en villes indépendantes. L'objectif est d'éviter de faire des déplacements aux habitants. Si une ville grossit, les habitants vivent de plus en plus loin et doivent faire de longs trajets. Aujourd'hui en Russie, on compte une 60aine de réseaux de tramway et 7 métros. Mais la Russie s'est libéralisée et les villes connaissent aujourd'hui une forte augmentation du trafic automobile, alors que la voiture individuelle était presque inexistante à l'époque communiste. La ville de Vladivostok est un exemple frappant. C'est une des villes les plus motorisées de Russie. La politique de transport y est pour quelque chose. Les lignes du tramway ont été fermées petit à petit, il n'en reste plus qu'une, et il ne reste plus que 2 lignes de trolleybus. Conclusion. Les villes soviétiques sont le résultat d'une planification totale où le gouvernement pouvait choisir du jour au lendemain où placer la prochaine ville sur la carte. Mais à la chute du communisme, les villes soviétiques ne pouvaient plus suivre la parfaite trajectoire de la planification. Aujourd'hui, les problèmes sont nombreux. Les villes créées au milieu de nulle part n'ont aucun lien avec leurs régions autour. Ce sont des îlots urbains entourés de toundra. Il n'y a donc aucun lien social avec le rural. De plus, ces villes ont été tournées vers l'industrie et leur reconversion vers l'économie tertiaire a été très difficile. Les transports en commun, très développés par le passé, ont été réduits, laissant place à l'automobile et transforment des quartiers entiers en gigantesques cités dortoirs. Ailleurs dans le monde, on trouve des villes similaires. En ex-Yougoslavie par exemple, voire même en Chine. Pour un prochain épisode, j'essaierai de faire une vidéo sur les villes d'Europe de l'Ouest. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, ou sinon mettez un pouce bleu. Et à la prochaine.